Bonsoir mesdames et messieurs, ici Carl Vaillancourt et bienvenue à votre émission sportive David contre Goliath, la seule émission de sport où il n'y a pas de petits sujets. Je suis accompagné de mon collègue Xavier Drolet. Et Xavier, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va se poser des questions sérieuses sur la direction du Canadien de Montréal. On va aussi faire un tour à Balou Tabla, on va lui dire coucou à Barcelone. Et quel sera le match le plus historique dans l'histoire de la boxe? Restez avec nous. Écoutez, notre question du public aujourd'hui, on veut savoir est-ce que c'est un avantage ou un désavantage d'avoir plusieurs champions du côté du UFC? Donc tout d'abord, premier sujet, Xavier. Saison difficile pour le Canadien, on le sait, on l'a répété à maintes reprises dans les derniers mois. On veut savoir qui est la première personne qui risque de perdre son emploi à la fin de la saison. Moi, si j'étais Jeff Molson, ça aurait été longtemps que j'aurais vidé le bureau de Trevor Timmins parce que depuis le repêchage de 2007, il ne fait tout simplement pas le travail. On parle déjà en 2008, tous les joueurs qui ont été repêchés par le Canadien de Montréal n'ont joué aucun match dans la Ligue nationale. Mais en plus de cela, parmi nos 9 choix de première ronde depuis 2007, il y en a seulement 2 qui ont joué plus que 82 matchs sur une saison complète dans la Ligue nationale en carrière. Ça, c'est problématique, mais je te trouve difficile quand même, Xavier, parce que lorsqu'on regarde ça, c'est facile de blâmer l'organisation et les dirigeants en haut, mais il y a des joueurs sur la patinoire et de mon côté, c'est Max Pacioretty, la plus grande déception qu'on a cette saison du côté du Canadien. Parce que là, lorsqu'on regarde ça, il a le C sur son chandail, il se doit d'être un leader. Et jusqu'à maintenant, il ne l'a pas été. Et loin de ça même, il n'est pas capable de rassembler les joueurs. Et c'est vraiment un problème du côté du capitaine du Canadien de Montréal. Là, tu es en train de me dire que tu veux échanger Max Pacioretty quand ça? Pendant l'été? Au repêchage? Écoutez, on peut se donner un an. On peut se donner jusqu'à la date limite des transactions de l'an prochain. Mais il est une aubaine en ce moment au salaire qu'il gagne. Il aurait fallu le vendre tout de suite. Quand on voit les prix qui ont explosé, notamment avec l'échange de Rick Nash, on aurait pu aller chercher peut-être même 2 choix de première ronde et des espoirs pour l'aubaine qui est Max Pacioretty. Ce n'est que partie remise du côté du capitaine du Canadien, j'en suis persuadé. Et maintenant, Xavier, on va rester un peu avec les déboires du Canadien parce qu'un autre joueur québécois avec énormément de talent qui a passé sous le radar, Alex Barré-Boulet, qui a signé avec le Lightning de Tampa Bay le 1er mars dernier. Et t'es déçu quand même, là, on va se le dire. Ben, je suis vraiment déçu. Enfin, on dirait depuis 2009, depuis qu'on a repêché Louis Leblanc chez nous à Montréal, on dirait qu'on ne fait plus confiance du tout aux joueurs québécois, à l'exception peut-être de Nathan Beaulieu, qui a été aussi un choix de première ronde. Mais à part de ça, Marc Bergevin ne veut pas aller cueillir les fruits qu'il a dans son propre jardin. Alex Barré-Boulet, où ce qu'il est en ce moment, il est à Blainville-Boisbriand, il est juste en arrière. Et là, on parle de tout un joueur pareil, parce que dans la ligne junior majeure, il est premier au niveau des points, premier au niveau des buts, premier au niveau des passes. Il a même autant de buts gagnants que l'équipe complète des Sea Dogs de Saint John. Oui, mais il faut dire aussi également que c'est facile de se démarquer dans le junior à l'âge de 20 ans. On a plusieurs exemples au fil des années. Là, je pense notamment à Yannick Riendo, qui avait connu une saison exceptionnelle à 20 ans du côté de Drummondville. Il n'a jamais joué un seul match en Ligue nationale. Donc, je pense qu'il faut quand même garder un certain grain de sel du côté de Barré-Boulet. Peut-être un jour, il jouera en Ligue nationale, mais pour le moment, il n'a aucun match disputé. Et je suis pas certain qu'il est un facteur déterminant. Oui, il aurait pu jouer à Laval l'an prochain. Ça aurait amélioré l'équipe, parce qu'on peut se le dire, c'est pas facile cette année du côté de Laval. Oui, mais je veux juste te dire 2 noms. Tu parles de joueurs de 20 ans qui ont été signés. Jonathan Marchessault et Yanni Gourde. Je veux juste dire ça, c'est 2 histoires très belles. Les 2 fonctionnent à plein régime. Et on l'a échappé du côté d'Alex Barré-Boulet. On l'a échappé. Écoute, maintenant, Xavier, on va passer du côté d'un autre Québécois. Écoute, un Québécois qui se démarque au soccer. On parle de Jean-Yves Balou Tabla, qui a été rappelé par le FC Barcelone, l'une des plus prestigieuses équipes du soccer professionnel dans la Ligue espagnole. Écoute, il n'a pas disputé la rencontre, mais il a quand même fait partie des 18 joueurs de l'alignement du FC Barcelone. À quand un premier départ pour le joueur de 18 ans? Mais pour moi, il avait déjà mérité sa place. Le 10 février dernier, il a joué un match avec l'équipe B, avec le club école du FC Barcelone, et il l'a très bien fait. Il a épaté la galerie, y compris son entraîneur Gérard Lopez. Donc, il méritait de jouer. Et pour moi, il faut lui donner un premier match, ou du moins quelques premières minutes d'ici la fin de la saison. Il faut lui donner de l'expérience, surtout qu'on a beaucoup de blessés au niveau de la position du milieu offensif. Justement, parlons-en des blessés, parce que la seule raison pour laquelle Jean-Yves Balou Tabla est avec le FC Barcelone, c'est à cause de ces blessures-là. Là. On parle d'Andrés Iniesta, milieu de terrain. Talent aussi. Oui, mais on a quand même Coutinho, on a quand même Iniesta qui sont dans la liste des blessés. C'est sûr et certain que si on enlève ces blessés-là, Jean-Yves Balou Tabla, là, il joue dans le club B et on n'en entend même pas parler. Donc, je pense qu'il faut être patient. Oui, il est bon. Oui, il a de la vitesse. Oui, il distribue bien le ballon. Mais on n'est pas rendu encore à l'étape de le voir évoluer avec une équipe qui est
est aussi forte offensivement. Là. On parle des Messi, on parle des Suarez. On n'est pas là du tout. Mais justement, tu dois lui laisser l'occasion de prendre du galon avec ces joueurs-là. Que ce soit seulement 10-5 minutes dans un match, je veux qu'il joue à 18 ans dans la Liga. On va maintenant passer, en parlant d'espoir justement, il a eu le combine pour la NFL qui vient de se conclure lundi dernier à Indiana. Et on sait, le premier choix au total du prochain encamp appartient aux Browns de Cleveland. Encore aux Browns, naturellement. Encore aux Browns. Encore, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ce choix-là? Ben écoute, il y a un seul nom pendant le combine qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est Saquon Barkley, le joueur, on parle du demi-offensif de Penn State, qui a connu les 3 premières saisons exceptionnelles du côté de la formation de Penn State. Écoute, il a plus de 5000 verges et par le jeu au sol et par le jeu aérien. Et c'est vraiment peut-être cette bougie d'allumage qu'on cherche du côté des Browns de Cleveland, du côté offensif. Et toi, je sais, Xavier... La bougie d'allumage qu'on a besoin du côté des Browns de Cleveland, on n'a pas fait les séries éliminatoires depuis 2002. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas de corps arrière. Il nous faut un corps arrière qui est constant. On a ici en 2014, on a repêché le jeune Johnny Manziel. Après 2 ans, suite à des déboires sur le terrain et en dehors du terrain, il n'a tout simplement pas fait le travail. On l'a ramené chez lui. Maintenant, il faut s'en trouver un nouveau, que ce soit par le repêchage ou par la transaction. Au repêchage. Au repêchage, je propose Sam Darnold, qui est un espoir de l'Université de Californie. Oui. Mais au niveau des transactions, j'irais du côté des Eagles. On a 2 carrières qui sont prêts à jouer, dont Nick Foles, qui pourrait rapporter gros. Nick Foles qui vient de gagner le Super Bowl, on irait le chercher pour un choix de première ronde. Ça, c'est des jeux faits avec Jimmy Garoppolo. Oui, Garoppolo, oui, mais Xavier, pas les mêmes situations du tout. Là. Pas les mêmes situations du tout, mais maintenant, on va y aller du côté du March Madness. Alors c'est le grand tournoi de fin d'année pour la NCAA, pour le basketball universitaire américain. Dimanche, on va savoir le résultat du tirage au sort. Toi, Carl, qui part favori pour remporter ce fameux tournoi? Écoute, je ne peux miser contre Coach K du côté de l'Université des Blue Devils de Duke. Ouais. L'une des meilleures universités de loin dans le basketball américain depuis plusieurs années. Écoute, et l'entraîneur qui est derrière le banc, là, on parle de Kurzizowski. Il est exceptionnel. Il est probablement le meilleur entraîneur de basketball à ne pas évoluer dans la NBA. Et à l'heure actuelle, on peut compter sur 5 jeunes joueurs du côté de la formation de Duke qui sont listés pour sortir en première ronde lors du prochain repêchage. Notamment, on a Bagley III, William Bagley III, qui est un des meilleurs espoirs. Et en ce moment, il est en nomination, notamment pour le prix de meilleur garde dans la NCAA. Donc, pour moi, ça ne fait aucun doute que Duke va être aspirant au titre cette année. C'est pas des jeunes joueurs qui te font gagner des championnats. Un joueur qui peut te faire gagner un championnat, c'est un joueur comme Jalen Brunson des Wildcats de Villanova. Et on sait, Villanova a remporté en 2016. Et c'était qui était un joueur recru? C'était Jalen Brunson. Il a déjà remporté le tournoi en étant recru. Maintenant, c'est à lui de mettre en application tout ce qu'il a appris. En ce moment, il a 19 points. Il est nominé pour le trophée Naismith, tout simplement le meilleur joueur de la NCAA. Comme Bagley. Oui, tout comme Bagley. Mais au moins, il a l'expérience de son côté. Et maintenant, nous allons passer le ballon à la NBA du côté des 76ers de Philadelphie. On a des nouvelles de Michael Fultz. Là, on vous rappelle, c'est le dernier premier choix au total du dernier encamp. Et on a quelques nouvelles à propos de lui, de la part de son entraîneur. Bien, écoute, son entraîneur du côté des 76ers qui s'est dit ça va être au jour le jour. Brett Brown qui disait ça. Mais écoute, ça fait quand même un certain temps qu'on nous dit que son joueur étoile devrait revenir. Il a seulement ça fait penser à une situation, ça, Carl. Oui. Ça fait penser aux Canadiens de Montréal à 2007 reprises. Mais bon, oui, le Canadien faut pas qui est bon s'éloigner. Pour jouer au Sacré de Polichinelle, effectivement. Mais deuxième question, Carl. Est-ce que tu penses, selon toi, est-ce qu'il pourrait jouer un match? On sait pour l'instant, il n'a seulement joué que 4 parties. Il est blessé à l'épaule. Est-ce qu'il pourrait revenir? Écoute, dans son cas, on parle qu'il serait prêt à revenir au jeu dans les jours qui suivent. Il reste 19 parties du côté. Il reste environ un mois d'activité avant les séries éliminatoires. Et les 76ers sont en bonne position pour y accéder. Ils sont au 6e rang dans l'Est. Il faudra surveiller du côté, est-ce qu'on sa blessure à l'épaule, de quelle nature elle était et jusqu'à quel point ça pourrait hypothéquer son avenir. Il faut être prudent quand même, c'est un premier choix au total. On ne voudrait pas le lancer sur le terrain et qu'il y ait encore une certaine douleur au niveau de son épaule. On le sait, c'est quand même un shooting guard. Donc, son lancer de 3 points, c'est peut-être sa plus grande force. Mais tu ne penses pas qu'il faudrait peut-être un peu forcer la chose justement pour lui donner des matchs en séries éliminatoires? Parce qu'on sait, de la manière dont le classement est fait dans la conférence de l'Est, Philadelphie a des chances de remporter les deux premières périodes. Tu ne penses pas qu'il faudrait lui laisser une chance? Peut-être, mais on verra rendu en séries éliminatoires. Maintenant, on va aller du côté du pays du soleil levant parce qu'on va parler d'un joueur japonais qui est la définition même de polyvalence. On parle de Shohei Ohtani, un joueur qui a signé avec les Angels de Los Angeles dernièrement.
Et Shohei Ohtani, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un lanceur droitier, c'est un frappeur exceptionnel et c'est également un voltigeur. Donc, il peut jouer à 3 positions où il excelle dans les 3. C'est un vrai canif suisse japonais plutôt. Et voilà. Et voilà, c'est un canif suisse japonais. Très bien dit, Xavier. Et ce qu'on veut savoir, Xavier, c'est est-ce que ce moule de joueurs polyvalents va nous permettre de voir d'autres jeunes joueurs dans ce même moule-là? Mais absolument. On veut absolument avoir des joueurs qui sont plus complets, qui sont capables de prendre plus de responsabilités. Et du côté des joueurs, on veut des responsabilités. Il n'y a personne qui veut rester sur le banc. Et du côté de Shohei Ohtani, il est capable, comme tu le dis, il est capable de lancer, il est capable aussi de frapper. Et il va être frappeur suppléant et il pourrait très bien faire. Capable de frapper. Écoute, je te rappelle que jusqu'à maintenant, là, dans la Ligue printanière, il y a un coup sûr en 9 présences au bâton. C'est loin d'être concluant. Il est plutôt 4 en 9 parce qu'il y a aussi 3 buts sur balle. Puis ça démontre que non seulement il est capable de frapper la balle, mais il est aussi capable d'être très patient. Oui, patience. Oui, la patience, c'est important, Xavier, mais ce qu'on veut, c'est faire rentrer des joueurs sur les buts. Lorsqu'il y a des buts sur balle, à moins que les buts soient remplis, ça fait pas de points, ça, là. Si on veut un joueur qui est complet, si on veut un joueur qui réussit à mettre la balle en lieu sûr... En ce moment, ça va être l'un des joueurs les plus complets l'an prochain dans les ligues majeures, à mon avis. Parfait. Maintenant, du côté du curling, écoutez, avec la déception, on va dire là, la déception, parce que l'équipe masculine, l'équipe féminine n'a pas été capable de répéter son exploit des Jeux de Sochi avec une médaille d'or et même aucun podium dans ces deux catégories. Qu'est-ce qui se passe avec le curling canadien, Xavier? Mais là, tu es en train de me demander si le curling canadien est en train de mourir. Là, je veux dire, non. Il n'est pas en train de mourir. Oui, on a eu aucune médaille, mais il ne faut pas oublier que du côté des hommes, on a eu une 4e position. C'est quand même pas si mal. On a passé la ronde des groupes. Et du côté des femmes, si ce n'était pas des quelques erreurs de la capitaine Rachel Homan, on aurait vraiment fait mieux. On vous rappelle qu'on a perdu les 3 premiers matchs, dont 2 en prolongation, et on aurait pu accéder à la prochaine partie, au championnat éliminatoire, si on avait mieux joué en début. Mais écoute, c'est quand même, on le dit souvent là, au curling, on le voit de Jeux olympiques en Jeux olympiques. Rares sont les éditions où on retrouve la même équipe canadienne que les Jeux précédents. Écoute, je pense que c'est arrivé 1 ou 2 fois dans l'histoire au cours des dernières années. Et là, le problème qu'il faut se demander, c'est pourquoi la chaise musicale dans ce domaine-là? Moi, de mon côté, j'ai une théorie qui est assez simple. C'est que le curling, c'est un sport où c'est très tactique, c'est technique et on profite d'un bon momentum pour se classer. On sait, on l'a vu au tournoi Brier en ce moment, l'Alberta a même battu l'équipe canadienne. Donc, une province a battu l'équipe qui est supposée d'être l'équipe nationale. Mais ça arrive souvent parce que l'Alberta a gagné beaucoup de Brier lors des dernières années. Donc, mais c'était un très bon match, par contre, il faut le concéder. L'équipe canadienne qui était favorite avant le match. Et maintenant, on vous parlait au début de l'émission d'un combat que tout le monde voudrait voir. Et Xavier, si on avait le choix, parmi tous les boxeurs au monde, quel serait ton combat de prédilection que tu voudrais voir? Moi, je veux un combat de lourd, je veux un combat dans la catégorie poids lourd, c'est-à-dire entre Anthony Joshua et Deontay Wilder. C'est un très bon choix. Écoute, je seconde. Effectivement, lorsqu'on regarde ça, Deontay Wilder, qui est quand même 40 victoires contre aucun revers, il a remporté son dernier combat face à Luis Ortiz. Une victoire survenue au 10e assaut. Oui, puis c'est pour ça que je pense que Wilder pourrait gagner très facilement contre Joshua. Beaucoup plus d'expérience, comme tu viens de le dire. Il est aussi plus vieux. Écoute, on reconnaît Wilder par sa portée, effectivement, un boxeur quand même de 6 pieds 7 pouces. Très fort aussi. Mais Anthony Joshua, là, il concède 35 livres de plus que Wilder. Il est beaucoup plus physique, il est beaucoup plus technique que son adversaire Wilder. Et je peux te dire, en ce moment, là, tous les professionnels de la boxe peuvent te dire que le numéro 1 chez les poids lourds, et de loin, c'est Anthony Joshua. Joshua qui a gagné les Jeux olympiques en 2012 à Londres. C'est vrai, c'est impressionnant, mais du côté de Wilder, il ne faut pas oublier non plus qu'il a aussi la ceinture des poids lourds. Oui, bien, Joshua a les 2 autres. Donc, ça tombe bien parce que, justement, il y a 2 ceintures. Et on veut un combat d'unification. Et ça se parle depuis longtemps. Et Joshua, il est hésitant un peu parce qu'il veut monnayer cette ceinture. Mais moi, je dis que c'est parce qu'il a peur. Parce que Wilder veut... Joshua ça fait longtemps qu'il veut se battre. Personne. Mais dans ce cas-là, pourquoi il ne veut pas se battre? On y reviendra la semaine prochaine, Xavier. Et notre dernier sujet aujourd'hui, le UFC. Vous avez été en grand nombre à répondre sur notre page de David contre Goliath et vous avez été 52 % à dire que c'est un avantage qu'il y ait une rotation des champions du monde sur une courte période dans le monde du UFC. Xavier, toi, tu es d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord et je vous remercie, public, d'avoir choisi la vérité. Et pourquoi? On l'a vu le cas dernièrement avec Conor McGregor et notamment l'intercalque qu'il y a eu avec le président de l'UFC, Dana White. Lorsqu'un champion en titre ne joue pas pendant 15 mois et laisse la ceinture en suspens, c'est très ennuyant.
Ben, écoute. Puis c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec Dana White de laisser, de lui retirer sa ceinture lors du 7 avril prochain. Dana White. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Dana White que j'ai pas déjà dit? Écoute, Dana White, là, c'est... Comment je te dirais ça? Lui, là, il pense seulement à la marchandisation. C'est le champion, il crache dessus comme on l'a vu dans les dernières années. Là. Il avait accusé Georges Saint-Pierre de ne pas être un vrai champion. On parle de probablement l'un des plus grands champions de l'histoire du UFC. Puis il avait dit, parce qu'il ne voulait pas se combattre, parce qu'il n'y avait pas de test antidopage. Écoute, Dana White, en ce moment, est en train de faire de la UFC un sport dérisoire. Et je peux te dire... Il est en train de sauver la UFC parce que tu as une ceinture qui est complètement absente depuis 15 mois. Explique-moi pourquoi son meilleur poulain, Conor McGregor, est allé faire un combat de boxe contre Floyd Mayweather. Ça, c'est la seule et l'unique raison qu'il n'est pas capable de garder ses champions, Dana White. Et c'est pourquoi que, justement, la boxe passe devant. Écoutez, on vous remercie à la maison de nous avoir écoutés encore cette semaine. C'était Carl Vaillancourt et Xavier Drolet pour votre émission David contre Goliath. La seule émission de sport où il n'y a pas de petits sujets. Xavier, de quoi allons-nous parler la semaine prochaine? On va bien évidemment parler du Canadien de Montréal et aussi ne manquez pas le tirage au sort ce dimanche pour le March Madness. C'était Carl Vaillancourt et Xavier Drolet. Et on vous remercie à la maison. N'hésitez pas à nous écrire. Bonne fin de soirée.